politique et restons droits. Parce que oui, si mais jamais, l'un et l'autre. Si jamais un monsieur, il va pas gagner. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez Je des dis c'est au-dessus de tout ce qu'on parle. Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'1%. Mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? Dans la discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh! Eh bien, sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain, sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non? Tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild, et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. Je vous en cite les plus connues. Allez, c'est parti. Il y a la Banque d'Algérie, la Banque centrale d'Argentine, la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale du Brésil, la Banque du Canada, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale du Danemark, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque du Japon, la Banque du Maroc et la Réserve fédérale des États-Unis. Et oui, la liste est très longue, n'est-ce pas? En l'an 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques. Maurice Strong, on s'y intéresse de plus près. Donc ce monsieur, il est mort en novembre 2015 et il était donc secrétaire général des Sommets de la Terre, il était administrateur chez Rockefeller, il était aussi, ce monsieur qui prétend défendre la planète, directeur, président de Petro-Canada. Hein, voilà. Donc, il a créé le GIEC. Vous vous rappelez du GIEC, Groupement intergouvernemental sur l'environnement, en 88, juste après le rapport, enfin le livre de Gro Harlem Brundtland. Donc, le GIEC est officiellement l'organe chargé d'évaluer la science liée au changement climatique. Moi, je le compare à l'OMS du climat, en fait. Maurice Strong, toujours, il nous dit: je suis du côté des compagnies qui ont contribué à la fois aux problèmes environnementaux et leurs solutions. Et je suis du côté des ONG, le Conseil de la Terre et autres organisations. Le Conseil de la Terre, c'est un des organismes dans lequel il fait partie, avec Klaus Schwab. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Vous allez voir ce que Klaus Schwab dit de son mentor. C'est ainsi qu'il l'appelle. Il l'a écrit, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver facilement, qui sont comme d'habitude sur des sites officiels. Donc il a écrit en novembre, donc le lendemain de la mort de Maurice Strong: je suis profondément attristé que Maurice Strong soit décédé hier à l'âge de 86 ans. Il était l'une des personnalités les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées. Il a profondément intégré la mission du Forum économique mondial, d'améliorer l'état du monde dans tout ce qu'il fait. Il était grand visionnaire, toujours en avance sur notre temps, dans sa pensée. Il était mon mentor depuis la création du Forum, un grand ami, comme Kissinger aussi, qui est un grand ami de Klaus Schwab. Un conseiller indispensable et pendant de nombreuses années membre de notre conseil de fondation. Sans lui, le Forum n'aurait pas atteint son importance actuelle. Je lui suis reconnaissant de ses conseils et de son partenariat. Je me souviendrai toujours des centaines d'heures que nous avons échangé des idées. Bref, une personne formidable nous a quittés. Mais Il a certainement contribué à rendre le monde meilleur. Bonjour, je viens pour faire un crédit immobilier s'il vous plaît. Alors monsieur, un crédit ça se fait pas comme ça, hein, c'est sérieux, il faut des garanties, un dossier solide, l'argent ça sort pas de nulle part. D'accord, il vous faut quoi? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout, ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai tout. Alors... Ouais. Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Mais si. Allez, s'il vous plaît. Bon. Exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris. Ça. Combien on a dit de 300 000. Alors. 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 euros sur mon compte, là. Ouais. Mais ils viennent d'où? Bah les 300 000, ils viennent d'où? Bah de nulle part.
vous avez écrit 300 000 euros sur mon compte et ça a créé 300 000 euros. Ben oui. Mais vous avez le droit. Ben oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Ben mon argent, vous en faites quoi? Ah non, 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 non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord, en partie. En partie, c'est-à-dire en partie. Eh ben on en garde une partie, ça s'appelle les intérêts. D'accord. Eh oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi je peux faire pareil? Non, ça s'appelle du faux monnayage, ça monsieur, et ça c'est puni par la loi. Bien sûr. Henry Ford disait « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Il y a un moyen extrêmement efficace de contrôler la population, de la discipliner, de faire en sorte qu'elle ne se rebelle pas, qu'elle se lève tous les matins bien gentiment pour aller faire le travail qu'on lui a assigné, même s'il est très ingrat, comme nettoyer des toilettes ou ramasser des poubelles. C'est d'avoir rendu tout le monde dépendant à l'argent, à la monnaie, et de contrôler peu ou prou la façon dont cette monnaie est créée et distribuée. C'est ce que dénonçait déjà avec humour Colin Serrault dans La Belle Verte, où des extraterrestres observent la Terre depuis leur planète. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout. Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Mais ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien. Tu crois qu'ils en ont encore, de la monnaie? Non, je pense pas quand même. Et pourtant nous l'avons encore, Cyril. Et non seulement nous l'avons encore, mais la façon dont l'argent est créé est l'une des causes majeures de l'effondrement écologique et des inégalités sociales, et personne n'en parle jamais. Alors, quel suspense, comment est-il créé cet argent? En fait, 10 à 15% de la monnaie est créée par les banques centrales, notamment les pièces et les billets en circulation. Et le reste? Le reste est créé par les banques privées quand vous faites un crédit. Alors comment ça marche exactement? Imaginons que vous vouliez acheter un appartement et qui coûte 100 000 euros. Ce serait pas à Paris par exemple. Ou alors il serait très petit. Vous allez à votre banque, vous demandez un crédit, et si le banquier estime que vous êtes capable de rembourser grâce à ce salaire mirobolant de Radio France, il va créer ex nihilo, à partir de rien, 100 000 euros sur son ordinateur, et bim, c'est sur votre compte. À partir de rien, vraiment? En fait, il faut que la banque possède 1 euro dans ses coffres pour en créer 0,8, disons 1 pour 1 pour simplifier. Mais avec l'effet multiplicateur du crédit, on peut en fait créer 6 euros virtuels à partir d'1 euro réel. Voilà, c'est quoi l'effet multiplicateur? Bon, ça vous allez aller sur Wikipédia parce que c'est trop long pour cette chronique. Ah bah super, bon alors quel est le problème avec tout ça? En fait, le problème principal, ce sont les intérêts. Vous savez, cette chose qui était interdite dans de nombreuses religions et qu'on appelait l'usure. Quand la banque vous a créé ces 100 000 euros, elle vous a demandé de la rembourser, mais aussi de lui verser des intérêts, non? Donc imaginons que vous ayez emprunté à 3%, vous devez lui rembourser 100 000 euros, plus 3 000 euros d'intérêts. Le problème, c'est que ces 3 000 euros, ils n'existent pas. Je ne comprends plus. Je ne suis pas le seul dans ce studio. Lorsqu'elles créent de la monnaie, les banques créent le montant du crédit, donc ce que vous avez emprunté, mais elles ne créent pas le montant des intérêts. Ça veut dire que pour rembourser vos intérêts, il va falloir que quelqu'un d'autre emprunte quelque part pour créer le volume d'argent nécessaire. Donc, il faut créer de nouvelles activités économiques sans arrêt. De la croissance. Voilà. C'est pour ça que la croissance est indispensable à ce système. D'autant que lorsque vous allez rembourser vos 100 000 euros, ils seront effacés du système informatique. On enlèvera la ligne. Donc, il faudra d'autres emprunts pour maintenir une masse monétaire suffisante en circulation. Donc toujours plus de croissance. Or, on le sait, on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Exactement, bravo Mathieu, c'est ça le premier problème, on ne peut pas produire et consommer sans limite. Le deuxième problème, c'est que si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas emprunter, et donc consommer, et donc le système ne marcherait plus. C'est pour ça qu'on vous oblige à être un bon petit soldat de l'économie, qu'on vous apprend ça dès petit, que si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras sous les ponts. Le troisième problème, c'est que c'est un système qui concentre l'argent dans quelques mains. Parce qu'au fond, c'est quoi l'intérêt? C'est quelqu'un qui a déjà trop d'argent, qui en prête à quelqu'un qui n'en a pas assez, et celui qui n'en a pas assez va devoir en rendre encore plus à celui qui en a déjà trop. C'est une machine automatique pour aspirer l'argent vers le sommet d'une société, et c'est un moyen assez efficace de conserver ses acquis et son pouvoir pour une petite élite. C'est d'ailleurs dans cet objectif que ce système a été inventé il y a 3000 ans à Sumer, au début du patriarcat. Ça vous rappelle rien?
Voici les 20 pays de la zone euro qui sont les plus endettés par rapport à leur PIB en 2025. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire, un book. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire, un book. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs. C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit mal, je voudrais pas que tu meurs. Crois-moi, des fois pour se rapprocher, il suffit d'un pas.
Je vous explique le déclin de la France en quelques mots. Tout commence en 1969. Pompidou, ancien de la banque Rothschild, arrive au pouvoir. Et en 1973, sous son mandat, l'État perd le droit d'emprunter sans intérêt à sa propre banque centrale. Dès lors, la dette devient un produit. J'ai le plaisir de vous accueillir pour votre livre Enquête sur la loi du 3 janvier 1973, sur lequel d'ailleurs on a eu l'occasion de travailler ensemble. Je l'avais expliqué une fois, je suis né un 3 janvier, donc, et le 3 janvier, il n'y a jamais personne à mon anniversaire, hein, tout le monde cuve son champagne. Donc c'est une excellente date pour faire passer toutes les lois possibles et imaginables et être certain que le peuple n'y verra que du feu. Je vais lire le résumé de votre livre. Comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires a endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur. Alors votre livre montre comment la France a été mise en esclavage par la dette avec juste un simple texte anodin. Alors rien que ça déjà c'est très fort, hein, juste 4 lignes, hein, ou peut-être moins, 3 lignes, et vous mettez tout un peuple en esclavage. Et ensuite, votre livre montre comment en l'espace de 40 ans, chaque Français s'est retrouvé avec une dette de 30 000 € sur le dos au nom du pays. Grâce à cette loi, la France a été conquise sans bruit, sans une balle tirée et sans aucune résistance. Chaque semaine, ce sont 4 nouveaux milliards empruntés par l'État pour payer retraite, salaire et aussi intérêt de la dette qui s'ajoute aux 1700 milliards déjà dus, alors qu'au même moment, 800 emplois, alors ça c'était au moment où votre livre est sorti, mais aujourd'hui on est passé quasiment à 2000, 800 emplois industriels sont détruits chaque jour. Ce livre est le récit de la pire trahison de l'histoire de France. Et il doit être lu par tous les Français. Alors, c'est vrai que quand on lit, j'ai eu beaucoup d'échos de lecteurs de votre ouvrage, qui, une fois votre livre refermé, étaient absolument consternés, écœurés. Certains me disent même qu'ils ont eu des aigreurs à l'estomac. Alors c'est pas un argument pour lire votre livre, mais bon, mais au moins les Français sont informés, hein, grâce à vous. Absolument trouver un responsable, c'est très français d'ailleurs. Il faut absolument trouver un responsable. Alors là, on a pris ce pauvre Giscard, la loi de 73. Enfin bon, il est responsable de rien. C'est pas lui qui a fait les subprimes, c'est pas lui qui a foutu les États-Unis en récession. C'est pas lui qui a fait le leverage des banques. C'est pas lui. Enfin, faut arrêter le pauvre garçon. Laissons-le avec Diana et toutes ces femmes. Vous allez prêter à taux zéro à l'État français? C'est ça une obligation, hein. Ça veut dire que vous émettez une obligation, vous l'émettez à taux zéro, d'accord? Donc aucune rémunération, d'accord? Et donc vous avez des investisseurs, vous avez des pays, vous avez des gens dans la population qui vont acheter ces obligues à taux zéro. C'est absolument ridicule. Quand vous émettez des obligations, quand vous émettez des emprunts, il faut bien que vous mettiez une rémunération, sinon personne ne va y aller. Non? Je ne sais pas. Émettez demain matin une obligation 0% grecque, qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Personne. Vous payez un impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas du tout, ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui par définition ont de l'argent, s'ils peuvent nous prêter c'est qu'ils ont de l'argent, à nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 73. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Purée, mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Si vous donnez à l'État la possibilité de créer le nombre de billets qu'il veut, et de mettre ça à disposition dans l'économie, à ce moment-là, imaginons autre chose. On a une photocopieuse superbe couleur. Vous avez un billet de 100 €, on va le photocopier, on sort dans la rue,
et on va s'acheter une BM. Je suis pas sûr que le mec va prendre nos billets. Petit doute. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, Oui, c'est elle pas la prêtait, quotidienneté, elle oui. finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on l'emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Lehman Brothers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines a, depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel, à 0,01% d'intérêt aux banques en difficulté, les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile? Il est donc possible de l'éviter. On pouvait faire autrement, mais on n'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là, et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Cette loi bizarre ont en tête. Et c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce que c'est qu'une dette et pourquoi on doit la payer? L'enjeu derrière tout ça, c'est que les personnes qui alimentent ce débat ont en tête et argumentent dans le sens que si l'État français pouvait imprimer sa propre monnaie pour financer sa dette, nous ne payerions pas d'intérêt sur la dette. Et que du coup, aujourd'hui, nous ne serions pas du tout endettés. En conséquence, nous serions plus riches et nous serions aussi plus beaux et notre chien nous obéirait au doigt et à l'œil. Messieurs, bonjour, je suis Patrick Donte. Bien au contraire, il faut aller au cœur de la machine nucléaire, c'est-à-dire aller vers la création monétaire. Vous, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer, le deuxième poste du budget de la France, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Un joli mot de 9 langues. Or, vous le savez bien, ce service de la dette, ce sont des intérêts qui ont été produits par des banques privées et pour lesquels l'ensemble d'entre nous ici, sans exception, paye. Donc si un jour on veut récupérer notre souveraineté, c'est-à-dire que, puisque souveraineté, moi je ne sépare jamais la souveraineté de la démocratie, parce que démocratie, si c'est le pouvoir du peuple, pour que le peuple puisse avoir son pouvoir, il faut qu'il ait la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc la question essentielle, c'est de revenir à cette souveraineté. Et pour en revenir, évidemment, cela passe par l'abrogation de la loi de 1973, par l'abrogation de l'article 104 du traité de Maastricht, ou de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui, vous le savez bien, nous empêche la Banque de France d'avoir son propre financement. Ce qui serait la solution pour, vous voyez, tous ces financements que tout le monde demande pour des EHPAD, pour le service public, etc. Deuxième solution, qui est la solution aujourd'hui qui apparemment, en tout cas, est la plus facile et qui permet de gagner du temps, etc., c'est la fuite devant la monnaie. Vous imprimez autant qu'il faut. Alors, à tour de bras. Quand vous imprimez, vous créez l'illusion que, finalement, on n'est pas encore dans le mur, sauf qu'à un moment, à force d'imprimer des trucs qui valent rien, vous savez comment ça va se terminer, c'est-à-dire que le truc qui potentiellement ne vaut rien, ne vaudra plus rien, et qu'à partir de ce moment-là, là encore, vous ne vous ferez pas que des copains. Mais c'est beaucoup plus vendable politiquement, parce que vous dites, ah bah oui, mais c'est pas ma faute, c'est les Japonais qui avaient commencé, c'est les Américains ensuite, c'est Giscard qui a fait le con, c'est etc. Enfin bon, il y a
sur un étalon or, vous êtes basé sur quelque chose. Donc, bien évidemment que ça ne serait pas arrivé. Le problème, c'est que là, c'est basé sur rien. C'est basé simplement sur la confiance que vous avez dans l'État qui émet le billet. L'État, il vous émet un billet de 100 € et il vous dit ça vaut 100 €. Et si vous le croyez, tout va bien. Si vous ne le croyez plus, ça ne va pas. C'est tout. C'est super simple, en fait. Mais c'est que du papier. C'est rien. Il n'y a rien derrière. Ce n'est pas la croissance économique, ça n'est lié à rien. Parce qu'avec l'euro, vous êtes obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Car vous savez que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États à 0% d'intérêt. Or, le principe d'une banque centrale, c'est que c'est la banque du peuple. Et donc la Banque Centrale doit pouvoir prêter à 0% quand il s'agit d'investissements publics à long terme, qui ont une rentabilité. Il ne s'agit pas de fabriquer de la monnaie, parce que moi aussi je peux fabriquer de la fausse monnaie, et puis vous la distribuer et dire je prête à 0%. Vous me la rendrez plus tard. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que la Banque Centrale, c'est un peu compliqué, elle est faite pour prêter à 0% à l'État. Et on rembourse à la Banque Centrale, mais on ne paye pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que les investissements publics collectifs qui servaient la nation, qui créaient de la richesse collective, des universités, des autoroutes, des voies TGV, des centrales nucléaires, etc., on a estimé que comme ça servait le pays, on avait le droit de ne pas payer d'intérêt. Ça se fait depuis des siècles. Des siècles. Ça a été la conquête révolutionnaire. Ça a été la conquête de Bonaparte. Ça a été la conquête aux États-Unis, de Jefferson, de Lincoln. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70? Eh bien, subrepticement, on a interdit à la Banque centrale, par la loi de 73, faite comme par hasard par Pompidou et Giscard, qui, vous le savez, et l'un travaillait chez Givenchy et l'autre chez Lazare, enfin étaient proches. Donc comme par hasard, les banques ont fait une influence terrible pour qu'on n'ait pas le droit. Pourquoi elles ont fait ça? Pourquoi elles ont fait ça? Ben parce que c'était des milliards qui passaient pas par elles. Et ils ont trouvé un système beaucoup mieux. Ils ont dit, mais nous, on va vous prêter. On va prêter à l'État. Mais quand ils prêtent à l'État, c'est quand même plus pratique de prêter 100 milliards d'un coup à l'État. Il n'y a rien à faire. Que d'aller voir les entreprises, que de monter des agences, que d'examiner les dossiers de prêt, que de faire attention. Et ce qui va gagner, c'est l'État, considéré comme remboursant toujours. Donc c'était formidable de prêter à 3% à l'État en empruntant à 1% à la Banque centrale. 2% de marge, sans rien faire. Sans rien faire. Fabuleux. Pouvez-vous nous situer à quel moment les peuples ont perdu tout contrôle sur leur souveraineté monétaire et si la loi de 1973, parfois appelée Pompidou, est la seule responsable? Je dirais que non seulement ça n'est pas la seule responsable, mais qu'elle n'est pas responsable du tout de cet état de fait. Il y a ici des histoires qui circulent traditionnellement et je crois ne pas trahir l'esprit de ces histoires en disant que la loi de 73 forcerait les États, enfin plus précisément l'État français, à emprunter aux banques privées dans lesquelles créeraient cette monnaie privée à 0% et le reprêterait à des taux positifs, encaissant ainsi un bénéfice immoral et probablement illicite. Bon, ça ne tient pas vraiment la route, parce que quand le Trésor français emprunte de l'argent, ce qu'il doit obtenir, c'est de l'argent de Banque centrale, pour cette raison que son compte est localisé à la Banque de France et ne peut être abondé que par de l'argent de Banque centrale. Or, cet argent de Banque centrale est précisément celui que les banques commerciales ne peuvent pas créer, par définition. Donc, l'argent qui est prêté par les banques privées, il vaut mieux d'ailleurs dire les banques commerciales, parce que ces banques privées ne sont pas toutes privées, il y en a quelques-unes qui sont publiques. Elles sont obligées de se le procurer sur les marchés financiers, elles n'ont pas la possibilité de le créer par création monétaire.
Et dans ces conditions, la loi de 73, le défaut qu'on lui prête, en réalité n'existe pas. Mais j'invite les auditeurs et les téléspectateurs qui sont intéressés par cette question à regarder la page de Wikipédia qui est consacrée à la loi de 73. Je ne me rappelle plus son titre exact, mais c'est très facile à retrouver. Faites Google, loi de 73, il y a une page Wikipédia et c'est celle-là. Elle vous donnera des explications beaucoup plus détaillées sur ce qu'était en fait cette loi et sur ce qu'elle a changé, ce qu'elle n'a pas changé. Vous vous rendrez compte alors probablement que son rôle a été beaucoup plus modique que ce qu'on imagine. Alors il s'est produit aussi, par une coïncidence malheureuse, que les dettes des pays se sont mis à exploser à partir de 73, ce qui a poussé certains à dire « Ah, c'est la loi de 73 qui est à l'origine de cette chose-là ». Et ça va quand on ne regarde que le cas de la France. Mais si on se rend compte que tous les pays du G10 ont commencé à voir leur endettement exploser en 1973, alors que pas un seul autre n'avait voté en 1973 de loi de prohibition monétaire, on se rend compte que l'explication ne tient pas la route, parce que pour avoir un phénomène aussi global, on est obligé de recourir à une explication qui est nécessairement globale, internationale ou américaine. Ça ne peut pas être l'effet du vote d'une loi française qui, à l'époque, était déjà un pays, comment dirais-je, c'était pas une puissance mondiale capable, simplement en modifiant son arsenal législatif, d'avoir un effet planétaire. Donc, à partir de 73, effectivement, toutes les dettes augmentent. Qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, de la France, elles augmentent à peu près au même rythme. C'est attribuable, comme je le disais, uniquement à des causes mondiales. Alors parmi les causes qu'on peut imaginer être les bonnes, il y a le fait que en 1971, les Américains ont découplé l'or du dollar, et puis l'effet n'a pas forcément été instantané, donc ça peut très bien avoir pris 18 mois pour se matérialiser. Vous pouvez aussi penser au choc pétrolier qui a lieu en 1973, qui est un événement mondial. Mais par contre, vous ne pouvez pas penser à la loi de 73. Donc la formulation initiale de la question suppose que les Français auraient pu perdre leur souveraineté monétaire en 1973, et ça n'est pas vrai. En réalité, ils l'ont perdu à une seule date, et c'est quand le franc est entré dans l'euro. À ce moment-là, la souveraineté monétaire des Français a effectivement été abdiquée. Mais c'est beaucoup plus... Enfin, c'est 25 ans plus tard, quoi. C'était en 1998. 73, elle nous sert de révélateur. Je reprends l'image que je prenais tout à l'heure. Le traité anticonstitutionnel de 2005 nous a rendus sensibles, nous a rendus visibles un projet de domination que nous ne voyions pas auparavant. Auparavant, on ne le voyait pas. Et le traité et le référendum qui allait avec nous ont rendus sensibles quelque chose qui était dangereux. Et donc, c'est pas lui-même qui était dangereux. Les traités depuis 1957 étaient dangereux, étaient déjà antidémocratiques, anti-républicains, antisociaux, depuis 1957. Je pense que la loi 73 joue un peu le même rôle, c'est-à-dire qu'elle nous rend sensibles une dépossession de l'État de la création monétaire, une mise sous tutelle par rapport au marché financier, finalement un sabordage politique. Ça nous rend sensibles à un sabordage politique, et comme ça nous le rend sensible, on se dit que ça a commencé là, et c'est une erreur. Voilà, on s'est trompé sur le fait. C'est vrai que ça... Puisque, en tout cas c'est vrai, en 1936, la règle existait aussi. En 1936, l'interdiction pour l'État de présenter ses effets à l'escompte existait déjà. Je souligne peut-être un petit doute qui reste, c'est que je suis pas sûr, c'est pas parce que ça existait en 1936 et ça existe en 1973 que ça existait dans tout l'intervalle. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Objection. Surendettement. Alors, monsieur Bayrou, la France, c'est pas comme un particulier bloqué chez Cofidis. Oui, on traîne une dette énorme, 3200 milliards d'euros, soit 113% du PIB. Mais il faut se rappeler d'une chose. Les États-Unis sont à 122%, le Japon, il a plus de 260%. Et il y a personne qui dit qu'ils sont en faillite. Non, le vrai problème, c'est la gestion. En 2025, rien qu'en intérêt de la dette, on va lâcher 55 milliards d'euros. Pour faire une comparaison, c'est plus que tout le budget de l'éducation nationale. Et ça, c'est malgré le fait que la France soit le pays le plus taxé du monde, avec 45% du PIB qui est prélevé chaque année. Salariés, patrons, tout le
le monde passe à la caisse. Mais le résultat, c'est quoi? Des urgences qui ferment, des routes défoncées, des services publics qui sont à bout de souffle, et un déficit qui souffle toujours à 5,8% du PIB. Il faut pas oublier une chose, l'argent, il existe. Dans les niches fiscales inutiles à 88 milliards, dans les agences fantômes qui coûtent 77 milliards, la fraude à la TVA qui fait perdre 25 milliards par an. Déjà, rien qu'avec ça, on a de quoi reboucher une bonne partie du trou. Ajoutez à ça les projets publics ratés comme Flamanville, 19 milliards. Accessoirement, le train de vie de nos élus, à plus d'1,5 milliard. Là, tu commences à comprendre que c'est pas la France qui est pauvre. C'est juste que c'est l'État qui dépense comme un joueur de casino, mais avec la carte bleue du contribuable. Alors non, le danger, c'est pas le surendettement. Le danger, c'est d'avoir un État qui encaisse comme un bar qui vend la pinte à 15 €, mais qui finit quand même à découvert à la fin du mois. Parce que quand on arrive à ce stade, c'est pas la faute de la clientèle, c'est la faute du comptable. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Alors oui, la dette a pris 2000 milliards en 20 ans. Mais dire ça sans contexte, c'est trompeur. Parce que entre la crise financière de 2008, le Covid en 2020 et la crise énergétique de 2022, évidemment que la dette elle a gonflé. Le vrai scandale, c'est pas d'avoir emprunté en pleine tempête. C'est qu'entre les crises, aucun gouvernement n'a eu le courage de remettre le pays à flot. C'est toujours la même recette depuis 20 ans. On augmente les impôts, on distribue les chèques, mais on n'affronte jamais les problèmes de fond. Pas de forme, de fond. Résultat, on est le pays le plus taxé du monde à 45% du PIB, la dette publique double quand même, et les services publics se dégradent. Le dénominateur commun de cette déchéance, de gauche comme de droite, c'est que c'est toujours la même logique. Plus de dépenses, plus de taxes, et zéro vision à long terme. Vous gérez la France comme un étudiant qui révise la veille de son examen. Ça bricole dans l'urgence, on achète du temps, mais on soigne jamais la plaie. Et après 20 ans de cinéma, on voit le résultat. 2000 milliards de dettes en plus, et toujours aucun cap sur le long terme. Monsieur le ministre, au-delà de ça, ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est qu'Anonyme comme moi arrive à pointer du doigt le problème alors qu'il y a des ministères qui sont payés une fortune pour le faire. À partir de là, il y a 2 solutions. Soit ils sont nuls, soit ils sont malhonnêtes. Ah, monsieur Bayrou, l'État, est-ce qu'il est incompétent ou manipulateur? Bisous. Une honte quand on entend Bruno Le Maire qui dit l'État vous a protégé, mais l'État, pauvre quiche, c'est qui? C'est nous. Donc en fait, moi ça me fait penser à chaque fois au type qui vous vole votre portefeuille avec 10 000 € dedans, qui vous redonne 100 balles et qui vous dit quand même, tu pourrais me dire merci. Bah non. Allez, il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. Les terroristes, à chaque fois qu'ils ont un prétexte, si vous voulez, pour vous dire que ça serait bien de supprimer le liquide, ils le ratent pas. Vous vous souvenez du début du Covid où on disait, en fait, les échanges de monnaie, justement, payés par carte parce que les échanges de liquide peuvent porter le virus. Le virus, donc, absolument. diffuser le virus. Donc évidemment, on va vers ça. Pourquoi on va vers ça? Tout simplement parce que l'idée est quand même, alors je le dis depuis longtemps, mais ça ne rentre pas facilement dans les esprits, mais c'est en fait une soviétisation totale de l'économie. La soviétisation totale de l'économie, c'est, on vous parle de rémunération universelle, on vous parle de... En fait, tout va dépendre de l'État. On vous donnera votre rémunération si vous avez été sage, si vous avez crié gloire au grand leader tous les matins avant d'aller travailler, etc. Presque un crédit social à la chinoise, quoi, quelque part. C'est du crédit social pur à la chinoise. Et on glisse vers ça gentiment. Alors, je ne vous dis pas que c'est demain matin non plus, mais on glisse vers ça. Et évidemment, la suppression du liquide va dans le même sens. C'est-à-dire que vous recevrez... votre monnaie digitale sur votre téléphone directement, et puis on vous dira tant doit être consacré à ça, tant doit être consacré à ça, et vous n'aurez plus aucune liberté. Là, vous êtes déjà énormément fliqué, puisque on sait à tout moment où vous êtes parce que vous avez un téléphone, on sait à tout moment ce que vous faites parce que vous avez un téléphone. Là, vous le saurez encore plus. Et puis, joyeusement, croyez-moi, ils vont s'échanger les fichiers. Et là, on peut arriver à une société dont, je pense, personne n'a envie, même si... C'est tellement facile de payer avec une carte, c'est tellement facile de payer avec son téléphone plutôt que d'avoir du liquide sur soi, etc. Oui, c'est vrai que c'est facile. Oui, c'est vrai que ça
ça peut vous changer la vie. Mais en revanche, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est la traçabilité. C'est la traçabilité, la contrepartie, c'est ça. On sait tout ce qu'on fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer que vous allez demander à être assuré pour n'importe quoi. Et l'assureur, au vu de ce que vous avez dépensé, va vous dire, non, monsieur, vous avez vu ce que vous mangez, vous êtes tous les jours au restaurant, vous mangez gras, moi je ne vais pas vous assurer parce que vous avez quand même des risques de thrombose, de cholestérol, etc. Donc, on peut aller très loin avec ça, puisque plus aucune de vos opérations, vous n'aurez plus à aucun moment une minute de vie privée. Oui, voilà. c'est ça. Non, mais c'est ça le problème, vous avez raison, parce que d'un autre côté, sans me faire l'avocat de Darmanin ou autre, on peut se dire, mais après tout, si je n'ai rien à me reprocher, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est le problème du cash? Mais là où vous avez un point, Olivier Delamarche, et vous avez raison, c'est que je n'ai pas envie que ma vie privée, 24 heures sur 24 et minute par minute, soit, je ne dis pas fliqué, mais quand même soit absolument sous télescope, je dirais presque, sous microscope, quelque part. Et ce sera ça, à votre avis? Ah mais bien sûr. Et puis, avec les ordinateurs qu'il y aura dans 5-10 ans, c'est-à-dire extrêmement puissants, avec l'intelligence artificielle, etc., on pourra vous manipuler à partir de là. Comment ça? C'est-à-dire qu'on connaîtra intimement tous vos comportements et donc on pourra vous manipuler encore plus. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut absolument qui reste, c'est cet aspect liquide, parce que ça vous permet d'avoir un moment de vie privée. Si vous avez envie tous les jours de boire du champagne, vous pouvez. Bien sûr. Et personne n'a à le savoir. Et personne ne doit pouvoir faire pression sur vous parce que ils savent ce que vous consommez, ce que vous faites, etc. à tout moment.